Bon, pour pas lui porter bonheur, moi je vais dire que c'est de la merde. Voilà. Histoire de... C'était nul. Sinon, on va encore nous dire qu'on est d'accord. Donc j'ai détesté ce projet. Voilà, il rappe mal. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes champions d'Europe. Oui, nous sommes champions d'Europe. Même toi, Voilà, j'ai rien dit. Je suis sortie faire la fête moi aussi. Bah j'ai fêté ça. Bah bien sûr. Et on va continuer pendant 1 an encore. On est double champion d'Europe. Ah oui. Quoi, finale de Ligue des Nations? Bah oui. Ça n'existe pas, ça. Bah, je suis désolé, c'est quand même un titre européen. Comme ça pour que... C'est juste pour que le Portugal gagne d'ailleurs, je pense. Il n'a pas de Coupe du Monde et il n'en aura jamais. Arrêtez avec eux. Bref, c'est un nouvel épisode du Code Review. Nous allons essayer de décrypter de manière nuancée, car c'est ce que nous faisons. Très peu de nuances aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, peut-être un peu moins de nuances que d'habitude. Épisode 58, comme quoi? Comme le nombre de minutes qu'il reste à vivre à Bruce Willis dans Die Hard 2. C'est mon préféré, je crois. Oui. Ah ouais? Toi, t'es vraiment un marginal, toi. Je crois que c'est mon préféré. C'est soit le 1, le 3, généralement. Ouais, je sais pas, il a un charme, ce truc à l'aéroport. Là, ouais, et tout, le truc d'avion. Ouais. C'est comme quelqu'un qui préfère Retour vers le futur 3 aux 2 premiers. Ouais, mais là, c'est des forceurs. Là, faut forcer. Là, c'est des forceurs. Dédicace à Hubert, Macarde, qui était avec nous dans la sauce, qui préfère Retour vers le futur 3. Je suis évidemment avec mes 2 acolytes titulaires indiscutables du Code Review, avec celui qui défend les petits producteurs tel un José Bové de la boîte à rythme. S'il avait un nouveau tatouage, ce serait sûrement Only Prod Can Judge Me. Absolument. C'est génial. Je me le note pour cet été, celui-là. Voilà, fais-le un moment. Fais-le ce putain de métier. Et puis bien sûr, la chef de la musique, visionnaire à la visionnette, Sandra Œil de Lynx Gomez. Comment vas-tu? Au top, merci. Magnifique. Aujourd'hui, au programme, on va parler de 2 artistes singuliers, Isha et Dossé, qui sont inclassables dans le sens où ils sont pas de la new gen, c'est pas non plus des anciens, ils sont un peu entre les deux, c'est peut-être des tontons, des OG, en tout cas, oui, des OG, et qui écoutent peut-être le Code Review, ça fait 3 ans qu'on dit à tout le monde d'arrêter de faire des projets à rallonge, et là, ils nous sortent des projets de 9 titres. Grave. On n'y est sûrement pour rien, mais en tout cas, on est content déjà, voilà. Ça nous on a manifesté. Voilà, exactement, on a manifesté, et ils l'ont fait. Et peut-être qu'on peut commencer avec Dossé, qui vient de sortir donc la première partie d'un nouvel album qui s'appelle Dieu donne, j'utilise. Ce serait donc son 4e album studio. Il a sorti beaucoup de projets dans sa carrière, hein, des mixtapes, DEP, et c'est quand même quelqu'un qui a la particularité d'être présent depuis longtemps, je dirais la deuxième moitié des années 2000, qui a fait beaucoup de choses, même un film, Karma, qui était plutôt bien. Qui était pas mal. Tu l'avais vu? Je l'avais vu, ouais, bien sûr. Tu l'as vu, toi? Non, c'est plutôt cool. Il y avait l'Alco, Escobar Maxon. Exact, Fianso, ouais, qui joue. tout à fait. C'est un moment où il y avait beaucoup de rappeurs français qui faisaient des films, tu vois, où on les voyait soit dans des films. JP Sadi avait fait un film à ce moment-là. C'était le cinéma d'exploitation du rap français. Exactement. Ouais. Il y a eu un arc comme ça, de 5-6 ans, et Karma en faisait partie, était plutôt une des meilleures réussites, je trouve, à ce moment-là. Et c'est vrai que Dossé, donc, je pense qu'il a eu un nouveau statut aussi à partir de 2015, dans une signature chez Def Jam, à l'époque, avec plus de succès, un énorme hit habitué, puis d'autres, hein, à chaque jour, l'odeur du charbon, infréquentable bien sûr, une fanbase, mais peut-être pas, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être pas encore d'album véritablement définitif. Je pense que Yuri, très apprécié, Vidalosa, très apprécié. Est-ce qu'il a sorti son classique définitif? Je sais pas en tout cas. Est-ce que ça va être le prochain? C'est toujours un peu compliqué parce que là on n'a qu'une seule partie de l'album, mais on va en parler. Qu'avez-vous pensé donc de ce nouveau projet de Dossé qui est vraiment effectivement je vois un peu comme une valeur sûre du rap français, c'est-à-dire qu'en fait il est là depuis longtemps, et il y a toujours même sur le dernier Trop tôt pour mourir, il y avait vraiment des morceaux très solides. Excellent même. Il est solide, c'est un rappeur solide. Tu vois. Qu'avez-vous pensé de cet album? Moi j'avoue que quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à Rick Ross. Dieu donne, j'ai pensé à God Forgives I Don't. L'album mais comme je sais qu'il aime bien Rick Ross, on avait parlé avec lui dans une dernière interview, qu'il aime bien le son Maybach Music, je pense qu'il y a un côté un peu dans le titre, même le côté, même la cover, le patron, le cigare, je pense qu'il y a un délire Rick Ross, et je pense que Dossé aimerait bien, mais là je parle à sa place, peut-être que je me trompe, vieillir comme un Rick Ross, faire ce genre d'album. Mais qui ne veut pas en même temps, ça lui va bien aussi. Et Rick Ross, il a ce truc-là, et ça peut être aussi une forme de lien avec l'album, c'est que Rick Ross, il continue sa carrière sans forcément chercher à être dans le son du moment. Et c'est peut-être aussi un des enseignements de cet album-là, c'est que Dossé, quand même, sur les présents projets, il avait toujours un morceau un peu dans l'air du temps, etc., ou un feat. Là, j'ai l'impression que c'est un projet qui est beaucoup plus
cohérent, presque même sombre sur ce projet-là. Un peu comme ce que Rick Ross peut faire, c'est-à-dire qu'il continue à sortir ses projets un peu en marge du game, et puis de temps en temps, il va faire un feat avec Lil Baby, et voilà. Mais voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. Bref, qu'en avez-vous pensé? Qui veut commencer sur... Je t'en prie, Raph. Vas-y, tu commenceras sur Isha, toi. Allez, avec plaisir. Ah oui, et tu pourras parler 20 minutes si tu veux. On te laisse, on est là pour t'accompagner. C'est devenu la nouvelle notre nouveau mantra. Oui. C'est vrai que moi, depuis Trop tôt pour mourir, qui était un de mes albums préférés de 2022, j'apprécie de voir que Dossé assume complètement ce rap d'OG, justement, à la fois mûr, qui assume le fait de vieillir, en gardant un peu un esprit de sale gosse quand même, et ça je trouve ça cool chez Dossé, mais qui est toujours aussi lucide sur ses propres travers, et ça je trouve ça cool aussi. Et à mon sens, Trop tôt pour mourir, c'était sans doute son album le plus réussi dans ce qu'est Dossé, c'est-à-dire que il y a parmi les si je peux me permettre, il a pas de mauvais album. Oui. Je trouve que c'est toujours... C'est juste encore une fois, c'est en manière d'aboutissement, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a parmi peut-être les meilleurs morceaux de sa carrière. Vraiment, Dina Sanichard, Jamel, Fleur d'automne, Je te pardonne. Fleur d'automne, magnifique, voilà. L'algorithme de Dieu, Branché, bref. Je trouvais qu'il y avait plein de super morceaux. Et en même temps, il y avait aussi ce qui fait que Dossé est Dossé jusqu'à aujourd'hui, c'est cette recherche un peu de tubes, etc. Que je trouvais pas forcément réussi, que je trouve jamais forcément réussi sur ces tubes, même si je m'y suis habitué. Voilà, Normalement, quand on fait ça, on dab. Voilà. Et donc voilà, je trouve que sur cette première partie de Dieu donne, j'utilise, on retrouve ça, c'est-à-dire ce rap d'Oji de Quadra qui a un autre regard sur ce que la rue et l'illégal font, lui ont fait à lui et ses semblables, mais qui assume aussi ses torts. Et il a toujours ce regard très affûté sur la rue. C'est particulièrement palpable sur Ce qui restera, le premier morceau, sur ADN, et surtout pour moi ce qui est le meilleur morceau là sur ces 9 premiers titres, Boulevard des Allongés. Vraiment ce titre, je trouve que c'est le titre le mieux écrit. Ouais, morceau préféré du projet disque, aussi. Dans la continuité un peu d'un morceau comme La rue c'est rasoir qui était sur Vidalosa. Incroyable ce morceau aussi. Super morceau. Et voilà cette manière de rapper la lassitude et la consternation face à la violence crapuleuse, d'en être un peu revenu justement aussi de ça, le peu de vrais bénéfices face aux risques qui sont en jeu justement quand t'as cette vie dans l'illégal, sur aussi l'espèce d'orgueil de quartier, etc. Bref, il y a plein de thématiques qu'il aborde comme ça, il le fait très très bien. Et sur ce morceau-là, en plus, Boulevard des Allongés, c'est une drill mélancolique et en même temps, il utilise l'overlap dans le flow, c'est-à-dire cette technique qu'on a dans les DMV flow, et il le fait pas de manière gros sabot non plus, il le fait de manière... Tu comprends qu'il a étudié ce truc-là, il se le réapproprie bien. Bref, je trouve que c'est vraiment un très très bon morceau. Et je trouve toujours puissant quand il arrive à faire des morceaux à thème. C'est quelqu'un qui vient, tu le disais, du rap des années 2000. Ça, il sait le faire. Et il sait le faire. Et il sait bien le faire parce que je pense que c'est quelqu'un qui a cette intelligence de l'écriture où il est jamais manichéen. Et il y a un autre morceau que je trouve intéressant de ce point de vue-là sur ce disque, c'est Darknet. Où il parle justement, c'est un morceau sur les relations sentimentales qui sont viciées par les réseaux, le matérialisme, la toxicité, aussi bien de certaines de ses partenaires féminines que de lui-même en fait, parce qu'il admet lui aussi avoir ses vices. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que sur cette thématique-là, on peut, j'imagine, ne pas être d'accord avec tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit, mais il est jamais binaire en fait. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant, cette manière d'avoir une forme d'empathie et par rapport à son vis-à-vis quand il parle de ce genre de sujet. Donc je le trouve vraiment très très bien. Je trouve les 3 feats, ils sont très cool sur notamment celui avec Prince Wally et celui avec Esteban sur ce truc de faire du rap un peu plus égo trip de Mauvais Garçon justement. Et ça je trouve qu'il le fait toujours bien parce qu'il vient de cette école de la punchline et il a toujours ce talent de l'écriture quoi. Il a parfois des phrases de tonton, c'est-à-dire avec un poil de sagesse, parfois aussi avec un poil de conservatisme qu'on peut avoir quand on est justement un mec de son âge et qu'il assume très bien. Et je trouve encore une fois il le fait de manière équilibrée. Et puis en fait en termes de rap, à aucun moment je trouve que c'est un mec qui a pris de l'âge justement. En fait, je le trouve toujours très 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 bon quand il rappe. Et c'est là où j'ai un petit bémol sur le disque, c'est que il pourrait, à mon avis, largement se passer parfois de chanter sous autotune. Il y a un morceau en particulier qui est le morceau ADN justement, où il y a The Quin qui fait un très bon refrain justement sur ce truc très quinri comme il sait le faire. En fait, j'écoute les couplets de Dossé, je me dis, si tu les rappes, c'est pareil.
Et ce sera peut-être même, enfin moi à titre personnel en tant qu'auditeur, je me dis ça frapperait même encore mieux quoi. Et d'ailleurs l'avant-dernier morceau, Flashing Lights, je suis pas convaincu justement par ce parti pris là. Je comprends que ça ait pu lui permettre effectivement, tu le disais très bien, d'avoir aussi ses premiers tubes, hein, un truc comme Habitué qui était quasiment chanson française là. Et... je me souviens qu'à un moment, il y avait, je crois que j'avais été interviewé par Nikita Daloa News sur ce sujet-là, il m'a dit est-ce qu'il n'y a pas une forme de nouveau concept de chanson urbaine? C'est l'époque on parlait de pop urbaine, tu vois, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc, 10 ans après ça a mal vieilli. C'est vrai qu'il y avait un truc, tu sais, entre le rap et la chanson française, et je trouve qu'Habitué c'était le meilleur exemple de ça. Et c'était numéro 1 pendant je ne sais combien de temps. Et le seul, voilà, je pense aussi, là où je trouvais que les prods en particulier sur les morceaux que j'ai cités tout à l'heure de Trop tôt pour mourir étaient vraiment très très bien, je trouve que c'est un peu plus convenu là dans les choix. Le choix qu'il fait, elles sont pas mauvaises. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, je trouve que ça se démarque beaucoup moins de certains morceaux qui étaient pour moi vraiment excellents dans le registre de rap de Dossé quoi. Donc je trouve ça très, j'irais pas rassurant parce que j'ai jamais d'inquiétude avec Dossé. Je trouve ça en tout cas toujours assez admirable de voir que son niveau de rap ne baisse jamais, son niveau d'écriture, d'auteur ne baisse jamais, sa manière aussi de se réinventer comme il peut dans le flow, mais ça me donne aussi envie de voir où il peut aller sur une deuxième partie, où peut-être il peut affirmer un peu plus de choses encore artistiquement quoi. Très bien. Alors Sandra, toi qui a peut-être pas le même rapport, parce que déjà t'es plus jeune que nous. Non, mais ça marche plus cet argument. J'ai passé la trentaine, j'ai 32 ans les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu restes quand même plus jeune que nous. Ouais, c'est vrai. Voilà, prends au moins ça, tu vois. Non mais c'est quand du coup peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que tu l'écoutais un peu après, peut-être que tu l'as moins écouté, enfin j'en sais rien. Quel rapport toi t'as avec ce rappeur-là et qu'est-ce que ce projet t'a inspiré? Au contraire, au début, je l'écoutais beaucoup dans les premières années parce que c'était un peu l'homme du moment aussi. À un moment, il a été important pour ma génération, ça c'est clair et net. C'est plus l'entre-deux. Voilà, ces dernières années, j'ai un peu arrêté d'écouter. En tout cas, je suis pas une auditrice régulière de Dossé, notamment sur les formats qu'il proposait. Je trouvais jamais mon compte sur les albums. Il y a toujours des morceaux que je trouvais très forts que vous avez cités, mais sur des formats albums, je trouvais ça. En fait, j'arrivais pas trop à comprendre. La direction parfois, ou justement, tu vois, les tentatives de tubes, moi, ça me gonfle aussi. Je pense qu'il y avait une volonté, moi, de faire des blockbusters. Ouais, voilà. Et moi, je trouve qu'il les faisait bien. Ouais. Mais je comprends, mais c'est peut-être pas toi ce que tu recherches aussi. C'est ça, moi j'aimais ce rap street et son écriture qui est excellente, mais moi les Habitués et compagnie, en plus le matraquage qu'il y a eu, c'est le moment où ça y est, j'ai eu ma dose. Mais après, il a le droit de tenter des choses artistiquement aussi. Par contre, sur ce format, donc sur ce disque qui vient de sortir, je vais répéter un peu ce que je disais par rapport à Medine la dernière fois. Je trouve ça très, très réussi parce que c'est une forme qui donne envie déjà. C'est un excellent rappeur et en fait sur ce genre de profil, sur des formats comme ça, tu sors tes meilleures cartes, tu sors tes meilleurs bastos. C'est pas tout qui est parfait effectivement, mais moi dès l'intro je l'ai adoré. Je trouve qu'il a vraiment réussi à avoir à la fois une posture d'ancien, parce que c'est ce qu'il est, il peut pas arriver comme un jeune pouce qui a plein de choses à prouver, mais en même temps, si tu veux avoir cette posture, il faut qu'il y ait une pointe d'autocritique, de vulnérabilité parfois, d'aveu, d'erreur ou quoi, parce que sinon c'est difficile à endosser tout le long d'un projet. Et ça, je trouve qu'il le fait bien sur Boulevard des Allongés, du coup, sur l'intro aussi. Toujours très, très haut niveau sur l'écriture, ça c'est sûr, mais voilà, parfois, c'est là où j'avais du mal auparavant et que je ne retrouve pas ici. Ce rap à punchline, c'est un truc qui, moi, m'amuse pas tant que ça en fait. Quand ça sonne un peu trop évident, on sait où ça va aller, il sait le faire, mais là je trouve que c'est beaucoup plus subtil et il montre aussi plus de versatilité dans son interprétation aussi. Justement, les morceaux à thème, ça lui laisse place à interpréter des choses différentes, donc je trouve ça très très bien. Les morceaux que j'ai adorés, du coup, ceux qui restera, Boulevard des Allongés, ADN, moi j'ai bien aimé finalement parce que je trouve que The Quin, il apporte quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Un peu, ça aère un petit peu le projet. Et à votre santé, je trouve que c'est réussi et c'est un peu l'entre-deux entre ces tentatives de tube où le truc qui va cartonner parce qu'il y a une mélodie et en même temps une exigence quand même dans l'écriture et pas la prod facile. Je trouve que ça marche bien. Il y a une top line de Nirvana tout simplement. Voilà, je trouve ça chouette et bien réussi. Et il y a 3 morceaux à peu près où je trouve moins mon compte sur les prods également. C'est Rapstar, bien que j'adore l'entrée de Prince Wally que je trouve trop fort. Je trouve que c'est un peu effectivement convenu. Tableau de bord aussi et Flashing Lights, c'est plus les choses sur lesquelles il a l'habitude d'aller.
Et c'est ok, mais c'est pas transcendant en termes de musicalité. Ouais. Mais globalement, par contre, je sais que ça, c'est le genre de projet que je peux me relancer parce que dans la forme, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est solide. Du coup, je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais j'ai une question que je me pose. Tu vois, c'est qu'en fait, on dit que le niveau de rap, il baisse pas. On dit que c'est quand même quelqu'un qui, effectivement, qui n'a pas vieilli. Il continue, tu vois, là, il rappe avec Prince Wally. Il y a pas longtemps, c'est pas sur album, il a rappé avec Lil Eufon. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose chez Dossé, tout en assumant son âge, de toujours continuer à rester curieux et actuel. Oui, tout à fait. Et pourtant, j'ai le sentiment, et ça vaut même, c'est une question plus large, qu'il est peut-être un peu moins cité que d'autres rappeurs. C'est-à-dire quand on va dire les gens qui vieillissent bien, on va toujours citer Rimka, à juste titre, etc. Ouais, parce qu'il a fité avec Jules, etc. On cite pas trop Dossé. Même à chaque nouveau projet, j'ai un peu le sentiment que c'est presque un retour. On a l'impression qu'il est de retour à chaque fois, alors qu'en fait... Genre comme presque un nouveau départ pour lui. Exactement. Alors qu'en fait, il a sorti de la musique il y a vraiment pas longtemps. Et qu'il est même, en fait, sur les 10, 15, 20 dernières années, il a toujours été plus ou moins là, avec des périodes plus ou moins d'absence, mais il a jamais été absent 5 ans, tu vois. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il y a quand même toujours presque un... Et c'est un peu d'ailleurs dans la musique de Dossé, ce truc de combattant, tu vois, il n'y a jamais rien qui est acquis. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il repart à la guerre, tu vois, et que c'est jamais facile pour lui. Je pense que c'est plus facile pour d'autres artistes que pour lui. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? Évidemment, je dis ça, mais il y a plein de rappeurs qui adoraient avoir son statut. Il a une fanbase, il remplit des salles, il vend des disques, ou il fait des streams en tout cas. Je sais pas dans quelle mesure on vend encore des disques. Mais voilà. Mais j'ai l'impression que il y a toujours un truc de combat avec lui et qu'on retrouve dans sa musique d'ailleurs parce qu'il y a un truc très très combatif. Un truc même je suis comme un Rottweiler qui sort d'un mois de Ramadan. Exactement. Comme s'il était toujours un peu dos au mur, tu vois, et qu'à chaque fois en fait il y va. Et le dernier album Trop pour mur, je crois qu'il est certifié or. Enfin, ça a marché. Les précédents aussi. Donc en fait à chaque fois il y va. Mais c'est comme si chaque victoire était immédiatement remise en cause, tu vois, comme tu redémarres une nouvelle saison, alors que tu as 12 artistes qui sont un peu dans un fauteuil plus confortable. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? Parce que je pense qu'effectivement, au-delà du tube qu'il a eu avec Habitué, il y a peut-être un palier qu'il n'a pas réussi à dépasser. En termes de popularité ou de succès, sans doute. Parce que, contrairement à ce qu'il disait dans ce fameux morceau qui est Putain d'époque, qui était sur son album Yuri, donc avec Nekfeu, où il disait... qu'un pote lui disait arrête d'écrire aussi bien, c'est comme donner du caviar au porc. Oui. Je pense qu'en fait il s'est jamais résolu à le faire vraiment ça, même s'il a effectivement eu des singles un peu je vais le dire de manière un peu condescendante, un peu douillesque quoi, enfin d'essayer de faire vraiment des espèces de trucs populaires en tout cas. Trop marché d'ailleurs, c'est pas ça qui a marché. Et en fait je pense que c'est ça. Ouais. Je pense qu'en fait il est dans cet entre-deux. Même si on a eu un débat en antenne, le Prince de la vie avec VG Dream en 2018 aurait dû être diamant. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Qui se rappelle de ce morceau ? À part toi, moi. Si vous n'aimez pas la grande musique, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il est jamais aussi fort que quand il assume son statut de rappeur qui sait très bien écrire, qui cherche toujours à être pointu au niveau du flow. Toi, tu aimerais qu'il aille rapper avec Souffrance, Ron Bryce, bien sûr. Isha. En fait, non, mais ça, t'aimerais en fait qu'il se décale d'une scène quelque part et qu'il aille à fond là-dedans et qu'il assume à fond ce truc de je suis un rappeur qui vient de cette école là et je peux plaire à ce public en fait de puristes, tu vois, j'en sais rien. Parce qu'en fait il l'a, tu le sens dans son ADN à fond, bien sûr. Tu le sens dans son ADN qu'en fait quand il parce qu'en plus il a cette intelligence, pareil c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais il a cette espèce d'intelligence de rue quoi, c'est-à-dire que il a ce regard critique, sensible, empathique et en même temps autocritique, avec de l'humour aussi. Bref, il a cette espèce de petit génie dans la plume justement dès qu'il s'agit d'être dans ce registre de rap là en fait. Et je le trouve jamais aussi bon que là-dedans. Alors, moi je trouve que les rappeurs de cette génération là aussi, tu sais, ils ont un truc en plus forcément, non pas qu'ils soient fatalement meilleurs, mais en fait comme ils ont commencé à rapper à une période où il y avait quand même beaucoup de gros kickers, de gros punchliners, je trouve que quand la trappe est arrivée, Dossé faisait partie de ces gens, comme Caris d'ailleurs, qui en fait a réussi à maîtriser la trappe, mais avec le bagage d'avant. Donc en fait, du coup, les textes étaient incroyables. Le morceau Ego de Dossé, par exemple. Bendo, sur quel projet ça ? Bendo, je sais plus. Sur Yuri ? Non, celui de 2015. Je vais trouver... Perestroïka ? Perestroïka, merci. Sinon j'aurais niqué l'émission. On aurait mis un temps d'arrêt, je vous le dis. Mais tu vois, et c'est pareil un peu pour un Caris, c'est qu'il y avait déjà ou juste un Al Capote qui en fait qui peut draper sur de la trappe, de la drill, etc. Mais après, c'est vrai que chez Dossé, j'entends ce que tu dis, mais je pense que lui, comme il a prouvé qu'il pouvait le faire, il y a aussi cette envie de. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un mec entre deux. Bien sûr. Entre deux. Et ça reprend ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est que à mon avis, c'est aussi quelqu'un qui
aime la musique et qui a envie aussi de s'amuser à faire autre chose. C'est pour ça qu'il a fait d'Habitué, c'est pour ça qu'il s'amuse à reprendre des trucs de Nirvana. Et c'est tout à son honneur et il a raison de le faire s'il a envie de le faire. C'est juste que moi, en tant qu'auditeur qui est plutôt sensible à quand c'est le Dossé pur rappeur qui est très bon dans ce registre-là, je le trouve toujours plus brillant à ce moment-là, quoi. Je pense que malheureusement, entre guillemets, le grand public va pas se réveiller sur Dossé demain, en fait. Ceux qui savent déjà. Et après, il y aura peut-être des coups d'éclat comme des Habitués ou autres. Mais j'ai l'impression que ce que tu aimerais, il fait un pas vers ça avec ce projet-là. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de tentative de single, je crois. Ça, c'est clair. Tout à fait. Donc c'est peut-être effectivement la suite. Puis en plus, il le dit, je sais plus dans quel morceau il le dit, j'aime pas danser, tu vois. Et ouais, en fait, je veux dire, si déjà toi-même, en fait, tu te vois pas aller danser sur les derniers tubes à la mode. Après, Habitué, c'était pas ça. Non, Habitué, non, je parle vraiment des sons tubes, matraqués, etc. C'était quand même un morceau bien écrit, piano. Je parle pas de ce type de morceau, je parle vraiment des morceaux single pour que ça stream et que ça passe en boîte. On parle de VG Dream, là, en gros. Ouais, vous parlez de ça. Par exemple. Non, mais il y avait le morceau avec. Vous n'aimez pas danser, vous êtes comme Dossé, en fait. Exactement, on n'aime pas danser. Il fait chaud, on ferme les volets, voilà, terminé, laissez-nous tranquille. Terrible. Très bien. En tout cas, Dieu donne, j'utilise partie 1. Donc, nouveau 4e album donc, de Dossé. Je sais pas quand arrivera la partie 2, mais c'est finalement le même principe, t'en parlais, que Medine. C'est intéressant de voir finalement ces artistes de cette génération-là. D'ailleurs, c'est pas exactement, mais si, Medine, Dossé, Isha aussi, on va en parler. Merci, parce qu'on avait l'habitude des doubles albums, 40 morceaux à écouter d'un coup. Là, et là, on nous sort 9 titres. Écoute. Comme Thriller de Michael Jackson, ou comme Illmatic de Nas. Car oui, vous allez me dire 10 pistes, l'intro, je connais. Il rappe pas dessus. Exactement. Très bien. Et bien, enchaînons avec l'album de la semaine, Drôle d'oiseau. Non, c'est plutôt un EP d'ailleurs. Il le vend comme un EP. Le nouveau projet d'Isha, voilà. Disque. Parce qu'il va s'énerver sinon. Moi, je suis l'époque des grands frères. Bien sûr. Oui, je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres là. C'est pas la peine de toute la raconter. Ça va vendre en physique, mais pas Tu l'avais commandé ou on te l'a envoyé? Je l'ai commandé. Ça c'est un beau message. Moi, je suis un mec de l'époque des confrères. Exactement. Ça, pour les jeunes journalistes là, qui demandent à tout recevoir en avance, alors que vous n'avez pas écrit une seule chronique de Chien de paille, regardez, Raphaël Dacruz, 20 ans de métier, il a bourlingué et il achète encore les choses. Voilà. On paye. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. C'est un exemple. Oui. Toi, t'achètes plus rien, toi. Si, j'achète. Ah, je peux te dire que. Bon, non, j'allais dire quelque chose. Ce que j'achète pas, je le reçois, c'est pas forcément ce que j'écoute le plus. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ce que j'écoute, je paye. Non, c'est vrai, on a la chance, c'est vrai, avec mon métier de recevoir beaucoup de choses, mais pas. Voilà. J'ai une immense collection. Personne m'a invité à Billie Eilish, voilà, ça je vous le dis. Et tous les vinyles de The Weeknd, je suis pas la plus grande fan. Mais voilà. Mais ça se revend bien, ça. Ça se revend bien, ok. J'ai plein d'exemples de journalistes qui revendent, tu vois, des cadeaux. Ah oui, il y a un marché noir, bien sûr. C'est honteux d'ailleurs. Bref, passons au nouvel album d'Isha, donc Drôle d'oiseau, qui reflète bien, je trouve, le titre, un peu sa position dans le game, c'est-à-dire qu'il est dans sa zone. Très difficile de le comparer à qui que ce soit. Il a une écriture qui ne ressemble qu'à lui. Il rappe à sa manière, et puis plusieurs projets quand même, vraiment depuis La Vie Augmente. C'est là en tout cas où le rap francophone l'a vraiment découvert. Moi, je me souviens de quand j'ai découvert, c'était avec le morceau Oh Putain. On l'a reçu dans la sauce en 2016. Je le connaissais pas avant. Et l'époque Pacemaker, moi, je suis passé à côté. Et je me souviens de story Instagram de Caballero, peut-être Gigi aussi, je pense, en tout cas d'artistes belges et bruxellois qui partagent Isha. Et donc je clique et j'écoute Oh Putain. Et je prends une claque et La Vie Augmente sort un peu après. Et ça a vraiment été un vrai choc, La Vie Augmente à l'époque. Et cette trilogie-là est assez... Enfin, on en a beaucoup parlé, mais elle est assez parfaite, je trouve. Jusque même quand il avait fait... Faites pas chier, je prépare l'album. Super projet aussi. Je me rends compte qu'avec le recul, Labrador Bleu m'a laissé un peu sur ma faim, si je suis honnête. Je pense que ça a été le cas de beaucoup d'auditeurs. Ouais, je pense aussi que je l'ai aimé, parce que c'est, encore une fois, quand on a des rappeurs de cette trempe-là, c'est jamais pas bien, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le projet que je retiens le moins, au final, peut-être parce qu'il avait dit tellement de choses sur La Vie Augmente, que arriver avec le premier album, Labrador Bleu, ça peut être un peu tétanisant, et tu dis finalement, est-ce que tout n'a pas déjà été brillamment dit. Entre-temps, il y a eu Bitume Caviar avec Limsa, qui est un vrai succès pour le coup. Et je pense que ça a même eu, et on en parlait quand on parlait de Medine, et c'est toi qui le disais, Sandra, ça a même mis finalement les projecteurs un peu plus sur ces artistes-là, sur Limsa, sur Isha. Même si c'était des évidences pour nous, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après. C'est un moment là, pour exactement, tout le monde, c'est clair. Exactement. Et donc là, il revient avec ce projet, donc un 9 titres, Drôle d'oiseau. Et je pense que c'est là
où toute nuance va disparaître dans cette émission. Ne me demandez pas d'être nuancé, d'être objectif ou quoi que ce soit. Il faut assumer ça aussi, mais cette part de subjectivité. Parce que moi, si j'ai eu envie de parler de rap un jour, c'est avec des rappeurs comme Isha. Ouais. Et c'est toujours le cas. Et franchement, quelle bouffée d'air frais et quel bonheur. Mais voilà, je commencerai par dire que Isha est évidemment un de mes rappeurs préférés. Moi, je vais pardon de te couper, mais j'aimerais dire que tu avais pris une photo absolument légendaire de lui avant le Covid. Je viens d'y repenser maintenant. La machine du Moulin Rouge. Que Stanley, du coup, son manager, avait acheté. C'était une première photo que j'ai vendue et qui était affichée et qui est toujours affichée dans leur bureau. Donc je suis très, très fière de ça. La photo, c'était à quel concert? Moi, j'avais pas pu être à ce concert. Je sais que tu y étais. C'était la machine du Moulin Rouge, juste avant le confinement en plus. Ouais, c'est vraiment, je crois que c'est la dernière photo qui a été prise dans le monde avant le Covid, en fait. Ouais, de fou. Et c'était sur le morceau Les Magiciens. Ouais. Il avait pris un escalier. Ouais, un escabeau au milieu de la salle, c'était légendaire. Donc oui, effectivement, j'adore Isha. Et je rajouterais aussi que les rappeurs qu'on apprécie le plus, c'est avec eux qu'on a le plus d'esprit critique aussi, on est le plus rigoureux. Ce qui ne m'empêchera pas de dire que cette EP est extraordinaire. Voilà, avec toute l'objectivité que je peux apporter. Tu parlais de son écriture. Il a une écriture qui me choque toujours autant. Ouais. Pourtant, je l'écoute tous les jours. Bitume Caviar, notamment, là, dernièrement, c'est ça que j'écoute. Dernièrement, depuis 2 ans, j'écoute ça. J'ai pas arrêté. Toujours avec une fausse simplicité que je trouve vraiment... Je sais pas comment il fait et je pense qu'il y en a plein là qui essayent d'écrire comme lui. En fait, il y a peu de gens qui peuvent faire ça. Parce qu'ils n'ont pas sa vie, en fait. Exactement. C'est ça, en fait. Ça sonne vraiment le côté. C'est un point que je veux dire authentique et tout, mais ça pue ça, en fait. Mais c'est ça. Il fait des haïkus, en fait. Enfin, tu vois, cette espèce de poème japonais là, très court, comme quelqu'un comme K aux États-Unis. En fait, le mec fait des... Tu vois, c'est ça. T'as 3 phrases, t'as 10 images. Enfin, tu vois. T'as plein d'images et tu sens que ça sort du ventre. Et en même temps, il n'y a jamais ce truc larmoyant, pompeux. Il vient pas nous chercher là-dessus. Il y a toujours plein de trucs drôles aussi dans sa musique, plein d'images. Donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment fou. En plus de ça, je trouve sur ce projet-là, il y a un côté groove, soul, qui est apporté par les beatmakers avec qui il travaille. Tu me confirmeras, Raph. On fera un point beatmaking à un moment. On fera un point prod. Voilà. Je le mets dans ma to-do list. Mais j'aime cette fraîcheur aussi qu'il y a sur ce projet-là. C'est très classieux pour raconter les histoires du quotidien, des histoires de la misère, des histoires des traumas, etc. Mais la manière dont c'est fait, c'est toujours léger avec Isha. Et il y a toujours 3 couches de lecture. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un album qui parle aussi beaucoup, parce que là, effectivement, on est post-Bitume Caviar, il y a eu un gros succès. J'adore la manière dont il a d'observer l'industrie de la musique et ce monde-là, qui est à la fois très superficiel par rapport à ce qu'il raconte, de ce qu'il a pu vivre, j'ai fait du ménage pour 1002, je suis allé braquer. Quand il parle de la musique, il pourrait en parler en mode, ça y est, j'ai tout niqué et ça y est, je suis respecté. Il arrive à pointer toute la superficialité de ce milieu et aussi désacraliser tout ce monde-là en disant mais au final, on va laisser une 60aine de chansons, des cuirs et des Tommy Hilfiger. Et en fait, ce contraste-là, je l'adore parce qu'il fait ça tout en disant à quel point le rap, c'est vital pour lui. Ça l'a sauvé, il l'a déjà dit. Et moi, j'aime cette ambivalence et même cette dualité entre ces 2 trucs-là. Je trouve qu'il l'incarne très bien, il reste lucide tout en rappelant à quel point c'est un passionné de ce truc. Et voilà, il n'y a jamais rien de facile. Il y a un morceau qui résume tout et je trouve pour moi un morceau top carrière, c'est Un dernier café à Cergy. Il est trop touchant dessus. Et il parle bien de la place qu'il peut avoir aujourd'hui dans le rap. Je pense que ça aide aussi, ça participe au fait que j'apprécie toujours autant sa musique, c'est que les années passent, il prend peut-être une place différente, il y a toujours les mêmes cons autour de table comme nous qui allons dire que c'est un des meilleurs rappeurs. Les mêmes cons, elle a raison. Ça fait des années qu'on fait ça. On va dire la même chose sur Isha, il va en avoir marre. On va se répéter. Je me demande si ça lui fait encore plaisir de nous entendre parler. C'est ça, peut-être. C'est encore pas quelqu'un d'autre qui veut dire que je rappe bien, parce que je vais finir par croire que je rappe mal en fait. Toujours les mêmes cons, c'est vrai le pauvre. Mais oui, et c'est pour ça que moi je prends des pincettes maintenant quand je parle d'Isha, je calcule parce que je me dis, j'ai déjà dit 20 000 fois ça. Mais c'est une fois, c'était à l'époque où je travaillais chez Deezer et il avait été dans la relève, ce que j'avais fait en 2017, et on s'était parlé en off, il m'a dit, mais à un moment, on m'a dit, je pensais que t'allais perdre ton job, tu parlais trop de moi.
J'étais gêné. Et je fais, mais alors que c'était juste sincère, quoi. Bah ouais. Donc oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu dis, bon, j'ai pas envie de trop en faire, mais en même temps, fait, c'est ça, parce que il est trop fort, quoi. Il est trop fort, et puis quand on en fait trop, je pense que ça peut aussi, si des gens ne connaissent pas Isha, par exemple, ça peut dégoûter, entre guillemets, ça y est, ils en font trop, ils en font des caisses. Ouais. Au final, moi, non, j'invite les gens à découvrir par eux-mêmes et à se prendre les trucs, s'ils veulent ou pas. Mais quand même, si t'aimes le rap, si t'aimes ce truc-là, tu peux pas rester insensible, je pense, à la musique d'Isha. Et je trouve que c'est un excellent projet, c'est un excellent retour. Jamais fait en grande pompe, il a annoncé ça là il y a pas longtemps, et ça trouvera le public que ça doit trouver. Il le dit. Ça va pas streamer des masses, on va vendre du physique. Exactement. Il le dit. Tu vois, exactement ce qu'on disait, tu vois, sur un artiste comme Dossé, qui aussi a tutoyé des sommets externes, donc je comprends, mais c'est lui, il est en mode bon. On va pas. C'est la meilleure chose que je vous souhaite, en fait, c'est de rester sur cette ligne-là. J'espère qu'il est bien, qu'il vit bien sa vie aujourd'hui en tant qu'artiste, mais ce mec-là, je lui souhaite peut-être pas une surexposition, en fait, et je pense que c'est pas ce qu'il veut non plus, mais le fait qu'il ait ce discours après Bitume Caviar, où certainement il a eu beaucoup plus de regard sur lui, c'est trop intéressant de voir qu'il aime toujours autant le rap, mais ça changera pas qui il est au fond. Et que c'est thérapeutique pour lui, quoi. On notera en tout cas que Sandra souhaite aux artistes qu'elle aime de ne pas vendre, en fait. Mais non. Je veux vous rester pauvre. Non, moi je veux pas que ça c'est ça. Non, c'est ça que je veux. Non, arrêtez les amis. Je veux que ça stream en masse. Je veux qu'il s'achète des baraques partout où il veut. Qu'il reste terre à terre comme le fait Isha, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Mais et d'ailleurs, je pense qu'il est dans la. En vrai, je pense qu'il est d'accord avec toi parce que moi, je me souviens que quand il était venu ici avec Limsa pour Bitume Caviar, il y avait vraiment ce truc-là de. Là, on part avec le tourneur d'annoncer les dates. Venez, on y va mollo, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce truc. Alors que je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus de dates que ce qu'ils font et ça remplirait. Il y a cette conscience-là, en fait, de est-ce qu'on veut ça et c'est pas une fin en soi aussi de faire le Stade de France. Avoir une vie où justement les gens achètent le physique, c'est peut-être la meilleure chose. Et t'es respecté et toi, tu arrives à faire ton art librement sans trop réfléchir aux enjeux. Je pense que c'est un parcours aussi exemplaire. Bah ça m'inspire une discussion qu'on a eue avec Wax dans un épisode du Moscast où Wax rapportait les propos de Giorgio et Giorgio disait moi je veux vendre 5000 albums toute ma vie. Tu vois, je veux faire ça. En fait, ça veut dire tu vis du rap, tu remplis tes salles et tu vends ton merch. Et en fait, tu fais de la musique, tu vois. C'est quand même un rêve. Tu vois. Avant de donner la parole juste, parce que sur l'écriture, un mois et moi, ça y est, cette phrase qui m'a retourné. Les gens meurent de ouf. Je trouve même plus la tombe du daron. C'est trop fort. Tu vois. C'est juste réel, tu vois. Donc incroyable. Raph, qu'as-tu pensé de ce projet ? J'ai une théorie. Tout à l'heure, tu parlais de Labrador Bleu et à quel point, effectivement, c'était son premier album. Donc, il y avait un espèce d'événement, un espèce d'enjeu pour lui et qu'effectivement, ça a peut-être pu décevoir ou laisser une impression en demi-teinte. Moi, c'est un album, en fait, je suis un peu FC Isha aussi. Hein. Chaque fois qu'il sort un truc, je me le prends et je kiffe. En fait, au moment où il fait cet album, et ça, c'est un truc qu'il m'avait raconté en interview, un artiste que t'as interviewé pour une fois. Moi j'interviewe Isha et Souffrance dans ma vie et les beatmakers. C'est tout. Les autres ça m'intéresse pas. Désolé, ça m'intéresse pas. Et donc il avait dit un truc intéressant, c'est qu'en fait ça devenait une torture pour lui d'écrire, vraiment de manière manuscrite. Et il a dit j'ai voulu faire un peu comme les jeunes avec qui je bosse, il pensait notamment à Green. Il dit ce truc ils ont des quinries d'enregistrer bout par bout, un peu à Lil Wayne et ce que font plein d'autres mecs, quoi. Et je pense que c'était bien pour lui parce que ça l'a libéré d'un poids, mais je pense qu'il découvrait seulement les capacités que ça pouvait lui apporter. Et à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont pu rester sur la réserve sur ce disque-là, parce qu'il était beaucoup dans la spontanéité et ça a un peu changé sa manière d'écrire. Ce truc très aussi précis et complexe qu'il pouvait avoir avant, dans les rimes. Et je me demande si, de la même manière que je trouve Limsa s'est nourri d'Isha sur ce truc d'être un peu plus personnel, justement dans Bitume Caviar, je pense que Isha, indirectement, il s'est aussi nourri de la précision de la plume de Limsa sur justement les multis, les placements de rimes, etc. Et je trouve que c'est un truc qui ressort beaucoup sur ce disque-là, sur Drôle d'oiseau, c'est que je trouve qu'en termes de rap, d'un seul coup, je sais pas s'il a repris l'écriture manuscrite ou si juste il a réussi à mieux appréhender cette manière d'enregistrer. Il a juste une ligne là-dessus, en l'occurrence, dans le projet, il dit je sais que je rappe mieux de manière spontanée. Ouais, donc ça se trouve, il l'a gardé, tu vois. Ouais. Mais je le trouve encore mieux, du coup, que sur justement Labrador Bleu, parce que il y a typiquement le couplet de son morceau La vie de Brenda avec Dinos. Vraiment les placements qu'il a, les changements qu'il a je trouve en fait qu'il est beaucoup plus précis dans sa manière de rapper et du coup je trouve que ça nourrit aussi le fond de son propos. Moi il y a un truc qui me touche toujours chez Isha, c'est que pour moi c'est le meilleur rappeur pour raconter les traumas de la violence.
tous les LVA, c'était ça. C'était la violence qu'on fait subir, la violence qu'on subit, la violence dont on est témoin, et remonter jusqu'aux racines de la violence, c'est-à-dire typiquement les magiciens, pour revenir, tu vois, au déracinement, à la colonisation, etc. Et c'est toujours un truc qui a traversé jusqu'à Labrador Bleu, qui est un album sur la mort, etc. Et là, en fait, on y revient. C'est vraiment un album où il parle beaucoup de ça. Dans Capitaine Flamme, il parle des camps de réfugiés au Kivu. Dans La vie de Prenda, il parle de ses potes morts en Syrie et en Irak dont on parle pas parce que c'est tabou. L'envie de tabasser son oncle qui a fait des carottes à sa mère dans Benzo Blanche. Enfin, il y a toujours ce truc-là de la violence en fait qui est un peu même sa vie de Kaira d'avant. Exactement. Le fait qu'il s'est calmé sur des choses, qu'il aurait démarré des gens exactement, il y a quelques années, mais que maintenant il travaille là-dessus, même si tu sens l'envie est là. Exactement. Tu vois, de marbrer des gens. Exactement. Tu vois, je pense que ça reste un peu inscrit en lui, mais un peu comme Dosset sur La vie de rue. En fait, il en est beaucoup revenu. Tu vois, il a réfléchi sur tout ça, et c'est pour ça que ça fait de lui et de ses congénères des drôles d'oiseaux. Et je trouve que ce titre, il est très très touchant. Il est très bien écrit. Le morceau, il est incroyable. Le morceau, il est vraiment magnifique. Et c'est sa manière en fait de raconter ça de manière encore plus précise, avec cette espèce d'écriture à tiroir qu'il peut avoir aussi. Et ouais, donc comment ça nourrit son rapport au rap aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc très thérapeutique, pardon. Il y a un truc aussi où il y a le morceau Fuck le Mainstream qui est produit par Agent Crack d'ailleurs, avec un sample ultra grillé pour ceux qui connaissent le rap américain, mais justement parce que c'est un mec qui kiffe le rap américain, je pense que c'est aussi une manière de se rapproprier certains codes. Et en fait, c'est ça. Le rap pour lui, ça reste un art, ça reste un moyen d'expression et un truc cathartique, quoi. Et c'est pour ça qu'il veut jamais rentrer dans ces espèces de considérations très mercantiles, etc. Et que du coup, il doute beaucoup de la nature des gens, leur rapport à l'argent et en fait à l'intégrité, quoi. Il est beaucoup aussi de questions de ça sur ce disque-là. Donc, je trouve que je trouve que c'est un disque excellent. Et effectivement, le point prod, c'est parti. Je pense que de travailler effectivement cette fois-ci sur une grosse colonne vertébrale de l'album avec quelqu'un comme Lil Chick, qui lui apporte ces textures, justement, tu parlais d'élégantes, un peu de jazz noir par moment, mais en même temps très rap carry, c'est-à-dire que c'est très épuré, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, c'est une ligne de basse, un beat très simple et quelques samples qui fonctionnent très bien. Bah, ça lui fait, je pense, aussi beaucoup de bien d'avoir cette colonne vertébrale. J'ai toujours aimé les contre-pieds d'Isha, parler du deuil de son père sur un sample de jazz manouche, faire un morceau avec Limsa qui est un truc de house sur Modou, enfin c'était cool, mais là je trouve que ouais, d'avoir cette espèce de cohérence où ça va tout droit, ça tue. Donc ouais, encore une fois, le mec signe un très bon disque, quoi, un très bon disque de rap. Bon, pour pas lui porter bonheur, moi je vais dire que c'est de la merde. Voilà. Histoire de... C'était nul. Sinon on va encore nous dire qu'on est d'accord. Donc j'ai détesté ce projet. Voilà, il rappe mal. Non, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et comme on a beaucoup parlé, il nous reste peu de temps pour les coups de cœur. Donc soyons sharp et efficaces. Raph, tu veux commencer quand t'es dans ta lancée ? Allez, rap de G, un mec qui s'appelle Emo, avant qui s'appelait MOMS, pour ceux qui ont connu l'époque des Grands Frères, toujours. Il vient de sortir un EP. Attends, c'était Moms ? Moms, tout à fait. Moms qui rappait sur... le Driver et de... Est-ce qu'il y a eu un Moms ? Possible. Oui, Moms Maniolo. Non, ça c'était Mams Maniolo. Et il y avait un Moms qui était signé par JP. Oui, c'est lui. Mais il était trop chaud, lui. Il était trop chaud. Et il est devenu Emo. En fait, c'était MOMS et du coup, il a réduit à Emo. Il a sorti une dizaine d'EP depuis 2021. Et là, il vient d'en sortir un avec Just Music Beats, donc duo de producteurs de Marseille qui sont trop forts et ils le prouvent encore une fois. Et ouais, c'est du rap d'Oji qui gamberge, avec plein de gamberges, avec un slow flow un peu pour ceux qui aiment des mecs comme Evidence, comme Samir Hamad aussi. Samir Hamad aime beaucoup Emo. Et donc voilà, c'est du rap de tonton. Il avait une phrase du même rappeur, parce que moi je devais l'interviewer pour la BCR et ça s'était pas fait. Il avait une phrase, il avait dit: j'en dédicace 50 en disant Mohamed. Je trouve ça incroyable. Tu sais, le sens de, tu vois, tu shout out 50 personnes juste en disant un prénom. Je trouve ça incroyable. Comme voilà. Il a toujours le même sens de la formule. Toujours le même sens de la formule et c'est hyper smart, c'est hyper bien rappé. Voilà, trop fort. Incroyable. Sandra. À des années-lumière, Baby Solo, qui sort un projet qui s'appelle Life of Julieta, partie 1 également. Qu'est-ce qui reste de la New Wave des années 2019-2020 ? Pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est qu'il y a eu des gens qui ont pop et qui ont des carrières maintenant assez solides. Elle reste dans une proposition très radicale, très différente de tout ce qu'on peut entendre. Et j'adore cette radicalité-là. C'est de l'émo, justement, mais voilà, dans le sens pur du terme. C'est toujours un peu hyper pop. C'est
bon, hybride et plein de textures, plein de choses mélangées. Mais moi, j'adore le contraste entre sa baby voice et les thèmes qu'elle aborde qui sont très durs. Et encore plus dans celui-là, je trouve qu'il est encore plus sombre que ce qu'elle a pu faire auparavant. Mais c'est encore plus touchant. Il y a des trucs qui sont trash, il y a des sujets qui sont durs. Et c'est trop chouette. C'est vraiment une artiste que j'ai envie de suivre parce qu'elle a ce parti pris de rester dans sa ligne et de faire un truc dans sa direction, peu importe ce qui se passe autour. Je trouve ça trop chouette. Très bien. Et moi, l'album de 3010, Baraka, que j'ai écouté, évidemment, que j'ai aussi écouté pour une interview qui sortira prochainement avec lui. Et donc, c'est un rappeur très important on va dire, début de la décennie passée, qui était membre fondateur d'Eddie Hyde, et on a un peu l'impression qu'il est de retour alors qu'il a sorti beaucoup de projets. Certains, je pense, une grande partie est passée inaperçue. À l'époque, il était signé chez Polydor pour l'album Nemo en 2015. Ça n'a pas eu le succès escompté, etc. Il a continué, lui, un peu à faire une carrière de rappeur, de beatmaker aussi. Il a fait, je pense, un retour quand même un peu en fanfare sur la Don Dada Tape. Ça a été un moment très important, on en parlait ensemble. Et là, c'est vraiment un album de nouveau départ. Lui, il rappe super bien. Il est vraiment dans cette tradition, en fait, de kicker, qu'on connaît, tout en ayant, je trouve, beaucoup plus de souplesse dans son rap aujourd'hui. Il produit super bien. Et il y a un truc un peu soul, je trouve, dans l'album. Et je trouve que c'est un album un peu avec deux grilles de lecture. C'est-à-dire que tu peux l'écouter comme ça en te disant, juste c'est un mec qui rappe bien et c'est bien produit. Et en fait, quand tu te penches sur les textes, c'est un artiste quand même qui est très très spirituel, qui parfois a une écriture assez cryptique, qu'il faut presque prendre du temps pour essayer de capter tout ce qu'il dit. Mais si tu rentres dans ce délire-là, c'est super intéressant, super riche. Il est seul, il n'y a pas de feat sur le projet. C'est un projet qui est aussi assez court, qui fait 12 ou 13 titres si je dis pas de bêtises, mais en tout cas qui s'écoute assez bien et qui gagne. Pour moi, c'est un peu le grand album de retour de 3010 qui est, quand tu parles avec des artistes, il y en a plein qui te disent j'ai rappé grâce à 3010. Genre Ouzbad m'avait dit que c'est 3010 qui l'a fait rapper. Tin Burbigo en privé m'avait dit mais 3010 c'est vraiment le roi sans couronne de cette décennie-là. Donc il y a vraiment tout un truc autour de lui et je pense que c'est peut-être l'album en tout cas qui peut lui faire retrouver en tout cas une forme un public, en tout cas le faire découvrir à plus de monde. Donc voilà, j'encourage tout le monde à écouter Baraka de 3010 qui est un vrai album concept aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Tout le monde. Sandra, merci Raph, merci tout le monde et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Des bisous.